Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier événement Club Online de l'association ADTEM, organisé par le Club Jeunes Pro du Marketing. Alors, je suis Tani Segaillère, coprésidente de ce club et nous sommes ensemble pendant environ 1 heure. J'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, donc dans quelques instants, Frédéric Canvet, notre expert du jour, qui nous parlera des techniques pour gagner en visibilité sur les plateformes et les réseaux sociaux dans ce contexte complexe et inédit de Covid. Et il abordera également l'après. Tout d'abord, je vais prendre quelques instants pour vous présenter l'ADTEM et notre club. Donc l'ADTEM est le premier réseau de marketeurs en France. Nous comptons aujourd'hui 1200 membres et 20 clubs à Paris et en région. Et nous organisons environ 80 événements chaque année. Alors, l'équipe du Club Jeunes Pro du Marketing est composée de 3 coprésidents. Donc, Michael Kocha, ingénieur commercial chez New Oxatis. C'est une société qui édite des solutions permettant de créer des sites de commerce. Stéphane Alcazar, responsable marketing et communication chez Pierre Invest, courtier en immobilier neuf. Et pour finir, moi-même, Tani Segaillère, responsable marketing produits et services chez EFIA, qui est un opérateur de stationnement. Alors, nous avons organisé de nombreux événements avec des marques et des agences qui avaient des stratégies marketing intéressantes et innovantes, telles que Mythique, Michel et Augustin, Frishti ou encore Respire. J'aimerais aussi ajouter, mais vous l'avez déjà constaté, puisque j'ai vu que vous échangiez déjà un petit peu sur le chat. Alors, on accorde beaucoup d'importance au networking pendant nos événements. Donc, si vous souhaitez communiquer entre vous à travers le chat situé à droite de votre écran pour parler de votre société, votre activité, ou simplement pour communiquer votre LinkedIn, alors n'hésitez pas. C'est vraiment fait pour ça. Et le chat donc, est situé à droite de votre écran. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, au programme de ce webinaire, Frédéric Canvet va nous faire découvrir les outils pour maintenir les 3 leviers pour résister dans un contexte Covid. Les outils pour maintenir son activité et gagner en visibilité, notamment grâce au growth hacking. Et il conclura avec les actions à mener pour préparer le rebond en engageant sa communauté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire en allant directement à droite de votre écran au niveau des questions. Bien entendu, Frédéric aura le plaisir d'y répondre à l'issue de sa présentation. Et nous conclurons ce webinaire avec disons, les noms des gagnants, puisque Frédéric va nous offrir des formations, donc plusieurs formations qui vous découvrirez un petit peu plus tard. Voilà, donc pour commencer, Frédéric, nous allons donc maintenant accueillir notre expert du jour. Donc, Frédéric Canvet. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Donc, tu as 2 casquettes aujourd'hui. Tu es créateur du site internet conseilmarketing.com. Donc, tu as créé ce site il y a quelques années maintenant et tu es également product manager chez Eloquent. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement et puis surtout nous parler de la manière dont tu vis aujourd'hui ce confinement et la manière de travailler aujourd'hui dans ce contexte très complexe. Bienvenue. Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à faire un petit signe. Ah, bravo. Merci Lucie, merci Thomas, merci Claire.
Donc, tant mieux que vous m'entendiez bien, parce que souvent, c'est un des problèmes des web séminaires, c'est le son. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay si jamais vous avez des problèmes de son. Et il y a déjà eu en fait une question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'on aura les slides? Oui, bien sûr, vous aurez des slides. Alors, ce que je voulais en fait vous dire cet après-midi, c'est parler un petit peu de ce contexte un peu difficile qu'on vit tous ensemble. Et je vais vous donner en fait une double vision, à la fois ma vision des product managers chez Locan, qui est un éditeur de solutions de centre de contact, d'enquête de satisfaction et d'analyse sémantique, et ma vision personnelle, puisque donc en tant que blogueur, moi aussi j'ai à gérer ce challenge, donc cette double vision à la fois petite entreprise et la vision d'une grande entreprise. Alors, donc comme je le disais juste auparavant, c'est un contexte qui n'est pas facile, et donc il va falloir adapter un petit peu sa communication et son marketing au contexte du Covid. Ce que j'aime bien, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Twitter un sondage qui était intéressant, qui disait, bon, qu'est-ce qui a transformé qu'est-ce qui a incité votre transformation digitale à accélérer dans les derniers mois à venir? Choix A, votre président, soit B, votre CTO, soit C, votre responsable marketing, soit E, le Covid. Et bien sûr, une majorité de gens ont répondu le Covid, puisque malheureusement, le contexte a fait que en quelques semaines, tout le monde a dû s'y mettre à la transformation numérique, à travailler à distance, au télétravail, avec une activité plus ou moins ralentie et bien sûr avec tout simplement plus ou moins de facilité. Donc là, c'est l'impact pour nous au quotidien, mais ça change également aussi pour l'entreprise et pour le travail. Moi, je le vois vraiment, il y a vraiment un challenge qui a été vraiment de digitaliser son marketing pour beaucoup d'entreprises, en particulier pour des gens qui n'étaient pas trop habitués à ça et qui ont dû, en quelques secondes, se retourner, pivoter. Et je pense que c'est une des premières choses, une première chose, moi, je pense que c'est la posture et la psychologie qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut réfléchir non pas en fatalisme et en victime, mais plutôt en se dire en acteur. Et c'est pour ça que j'aime bien ce bouquin que je vous ai mis juste là, qui s'appelle « Changez vos questions et changez votre vie » de Marie Adams, qui est intéressant de se dire, voilà, on change de point de vue, que quelle galère, c'est pas possible, comment on va faire pour s'en sortir, c'est compliqué de travailler, comment je peux faire pour tirer le meilleur de cette situation et comment je vais exploiter cette situation pour à la fois changer ma vision des choses, changer mon entreprise et la manière de faire. Et ça, dès qu'on utilise cette posture-là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de se dire, OK, je vais aller dans l'action. Et souvent, quand on a un souci dans la vie, on dit, ah, c'est compliqué, c'est vraiment pas de chance, etc., etc. Et qu'au contraire, on se dit, non, qu'est-ce que je dois faire pour tirer le meilleur de cette situation? Comment je dois faire ceci, cela? Et tout de suite, on se met dans l'action et c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est la première chose, la psychologie. Deuxième chose, repenser son marketing, ça paraît une évidence. Repenser ses personas. Puisqu'en fait, vous savez comme moi, on a ces personas classiques lorsqu'on est en situation normale, le client qui commande qui sur un site e-commerce, qui vient dans une boutique, un client qui va sur un salon, un client qui se renseigne sur Internet. Là, on n'est plus du tout dans la même chose. Donc, la première chose à faire, c'est repenser ces personas. Et je vous donnerai un exemple qu'on a fait chez Eloquent, vraiment des séances de brainstorming où on repense en fait aux problématiques du client dans cette situation-là. Donc, comment les contacter? Que font-ils? Quels sont leurs problèmes? Quels sont leurs challenges? Quelles sont leurs peurs? Qu'est-ce qu'on va pouvoir adapter? Donc, vous reprenez vos personas initiaux et vous les réadaptez et vous verrez tout à l'heure qu'on va pouvoir faire des choses assez sympas. Et je donnerai des exemples de personnes qui sont proches, qui ont réadapté leur marketing dans cette période. Par exemple, il y a un petit magasin de Bouchouet qui s'appelle Mamouneta, qui est à 200 mètres de chez moi. Et c'est vrai que au début, c'était un petit peu compliqué, comment faire, etc. Et là, en fait, tout simplement, elle s'est mise à faire de la livraison à domicile. Elle a repris son fichier de cliente, ses numéros de téléphone, et hop, c'est parti. Elle est en train de relancer son activité. Alors certes, c'est pas l'activité de la boutique classique, mais au moins, ça donne une première chose. Un autre exemple, j'ai vu de nombreux consultants qui ont commencé à se mettre à faire de la vente en ligne ou du coaching. Alors attention, c'est simple certes de créer une formation vidéo, c'est compliqué par contre de la vente, c'est un problème de distribution. C'est pas simple non plus de faire tout ce qu'on appelle l'animation à distance, qu'on fait du coaching, etc. Donc voilà, il y a des choses à faire et on peut le faire. En revanche, il y a aussi des opportunités à prendre, par exemple dans la publicité, que ce soit du Facebook Ads et YouTube Ads, on le voit bien, il y a comme une baisse des annonceurs, donc il y a des opportunités à prendre parce que les gens sont quand même encore là devant leur ordinateur. Donc ça, c'était la petite introduction. Et ce qui est important également, c'est de se dire, voilà, on va essayer d'exploiter des leviers. Et moi, je vous ai listé en fait 3 leviers principaux que je trouve vraiment intéressants et que j'ai mis en place et qu'on a mis en place chez Eloquent et qui permettent vraiment de se dire, OK, on part en positif, on change sa posture psychologique et on y va. La première chose, simplement, c'est adapter ses offres au contexte et vous verrez comment on peut créer des offres nouvelles ou en tout cas solidaires.
même si on n'arrive pas à vendre directement, au moins travailler son image. Deuxième chose, comment on va maintenir le lien avec ses clients et prospects et pourquoi pas gagner en visibilité. Et on changera un petit peu sa manière de communiquer, on ne va plus être en hard selling classique, on va essayer plutôt de mettre en conseil ou en éducation ou en empathie, mais en mettant de l'humain. Et la troisième chose, tout simplement, c'est de ne pas rester seul, travailler en réseau, faire la force du groupe et bien sûr humaniser, utiliser des logiciels, mais et aussi utiliser des logiciels. Donc voilà, la première chose, le premier point, le plus important, c'est adapter ses offres sans passer bien sûr pour un profiteur. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, j'en ai listé 3-4, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. La première chose, c'est vendre si on peut. Ça peut être du déstockage, ça peut être certaines opérations, mais ce qu'on voit le plus et ce qui est le plus intéressant, c'est d'essayer de refaire des ventes contextuelles. Et c'est ça un petit peu qui a été les 2-3 soucis dans les 2-3 premières semaines du confinement. C'est que les gens n'ont pas retravaillé leur persona et qu'ils n'ont pas en fait repensé à leurs offres. Par exemple, là, de plus en plus, là, je vois dans le domaine en fait de la formation et des consultants, de plus en plus de consultants disent voilà, c'est le moment d'utiliser votre CPF, c'est le moment de faire des formations, etc., etc. Et donc voilà, comment je peux adapter mon offre en contexte Covid. Contextualiser bien sûr aussi les offres, et ça j'en parlerai, c'est comment mon produit est intéressant dans un contexte de Covid, de confinement, qu'est-ce que je peux apporter dans cette situation-là. Le troisième point, offrir un service gratuit au freemium, bien sûr le faire savoir. Je vous ai mis 2 exemples avec LVMH et Lacoste. Comment en fait on arrive quand même à mobiliser ces équipes, comment on fait de la communication et comment en fait on va pouvoir être comme ça donner une image et ensuite préparer le rebond. Le dernier point, et c'est ce que je vais insister aussi sur beaucoup de choses, c'est préparer le futur. Éduquer, expliquer en fait comment vos offres vont être utiles et importantes en contexte sortie de crise. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je vous donnerai quelques exemples simples. La première chose, en fait, j'en ai parlé, c'est les offres solidaires. Les offres solidaires spéciales Covid. Nous, en fait, on a fait 3 sessions de brainstorming. Alors, c'est pas, on n'a pas fait les 3 à la suite, mais en fait, on a quasiment fait une semaine après semaine. Enfin, la première, on l'a fait dans les 2-3 jours. La deuxième, on l'a fait 2-3 jours après. Puis là, on a espacé un peu. Session de brainstorming entre les gens de la production, chez nous, qui font de la production de l'installation de logiciels, installation d'enquêtes, etc. Et on leur a dit, OK, on se met avec le marketing, on se met avec les commerciaux, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aider nos clients là-dessus. Et par exemple, on a fait une première offre comme ça, c'était 2-3 jours, c'était comment nos outils peuvent aider les entreprises à passer ce moment-là. Et donc, nous, en particulier, c'était le télétravail avec le centre de contact. Et bien sûr, comme on est en contexte offre solidaire, il y avait des offres gratuites. Donc, offres gratuites qui étaient une majorité de la prestation. Deuxième chose, comme je disais, 3-4 jours plus tard, OK, on se dit, voilà, le contexte change un petit peu, les besoins des clients changent un peu, toujours sur le travail des personas. Et donc là, on dit, voilà, actuellement, c'est vrai qu'on a eu 1 ou 2 clients qui nous ont demandé du push SMS. Et donc, comme on fait de l'envoi de SMS en masse, OK, très bien, on va mettre en place des numéros spéciaux spécial Covid, on va offrir le numéro spécial, on va permettre au client d'avoir des licences supplémentaires parce qu'il est à distance et qu'il doit avoir plus de managers, il doit avoir plus de choses. Bref, on retravaille là-dessus. Troisième session de brainstorming, on était à 3 semaines de confinement. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que le confinement peut être vécu de manière plus ou moins facile par les gens. Et donc, on se dit, comment nos offres peuvent être intéressantes là-dessus. Et là, brainstorming, enquête RH sur la météo des collaborateurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Et là, en fait, on est en train de retravailler à une nouvelle session de brainstorming pour dire, sortie de crise, sortie de confinement, etc. Donc, revoir ces offres. Deuxième chose, je parlais de digitaliser son marketing, c'est également travailler en niveau digital. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes vont là-dessus. Le web séminaire comme celui-ci, qui permet en fait de pallier et de sensibiliser surtout pour la suite. Parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs typologies de personnes. Il y a les gens qui sont très occupés, très débordés et pour lesquels c'est compliqué d'avoir de l'attention ou alors en dehors des heures de travail. Et je vous montrerai tout à l'heure que sur LinkedIn, par exemple, vous avez des temps de connexion où des gens se connectent à 21h, 22h, 23h, chose qui était assez rare en fait auparavant. Mais voilà, on voit que les agendas et les plannings sont un petit peu décalés. Donc, comme il y a plusieurs profils de personnes, des gens qui sont occupés et des gens qui sont débordés, il faut prévoir des informations différentes pour eux. Nous, un exemple, tout simplement, on avait le salon stratégie client qui était prévu début avril. Vous doutez bien que forcément, il a été annulé. Et donc, nous, dès le départ, on a été hyper actifs, c'est-à-dire que
on se doutait bien qu'avec le confinement, ça va être compliqué. Donc, on a monté nos CX Digital Days. Donc, on a fait vraiment 4 sessions, 2 jours avec 4 web séminaires. On a vraiment créé l'événement, on a invité des clients, on a fait du recrutement via une plateforme qui s'appelle Webikeo pour aller au-delà de notre cercle d'influence classique. Et on a mis en place des thématiques, certes, relations clients et innovation. On a surtout adapté la communication avec qu'est-ce qu'on fait en retour de fin de confinement. Et par exemple, c'était le centre de contact, faire de lance de l'expérience client, une des clés après le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un save the date très important, attendre vraiment les annonces pour communiquer, puis ensuite, tac, passer en adaptation. Et on a vraiment adapté les contenus en disant, voilà, qu'est-ce que font les entreprises dans cette situation de confinement. Bilan, donc 900 inscrits, 4 web séminaires, des projets, ce que nous appelons les projets Covid, c'est-à-dire que c'est des projets qui doivent être déployés hyper rapidement avec des contraintes de temps importantes. Et par contre, après, on donne des perspectives aux clients. Donc, il y a vraiment les deux manières de communiquer. L'autre point, c'est sensibiliser également. On se doute bien que les gens, quand ce n'est pas un projet entre guillemets Covid, ils n'auront pas forcément le temps tout de suite de mettre en place. Donc, sensibiliser et faire également des relations presse. C'est ce qu'on a fait par exemple au niveau des chatbots. On voit bien que ici, je vous ai mis un petit graphique avec le confinement, avec les annonces de prolongation, etc. etc. Le self-care est de plus en plus utilisé. Donc, on explique voilà pourquoi c'est intéressant. On a fait également des relations presse. Et ça, c'est également quelque chose d'intéressant à savoir. C'est que malgré en fait, le contexte où il n'y a pas beaucoup d'activités, les journalistes sont hyper friands de contenu qui peuvent être des témoignages, qu'est-ce qui se passe sur mon entreprise. Nous, on a eu des demandes sur l'intelligence artificielle, chatbot, callbot, etc. en situation de crise, mettre des témoignages clients, faire des citations et donc en fait préparer en fait et sensibiliser là-dessus. Donc vraiment intéressant de se dire voilà comment mes offres vont pouvoir évoluer. Donc ça, c'était le premier levier. Donc faire évoluer ces offres, préparer des offres spécifiques, travailler ces personas. Deuxième point important, c'est adapter sa communication pour plus de valeur et de chaleur ajoutée. J'aime bien ce terme de chaleur ajoutée, puisqu'en fait, c'est une notion quand même de relation humaine. Alors, on revient donc sur les personas importants. Où sont mes clients durant le confinement? Donc, bien entendu, il y a un gros focus sur les réseaux sociaux, le search, parce que les gens, ils n'ont plus de salon, ils ne vont plus en faire en face à face. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent aussi sur Internet pas mal de choses. Par exemple, sur YouTube Ads, il y a vraiment un gros effort qui est fait, puisque les gens regardent beaucoup de vidéos sur YouTube. Les réseaux sociaux également, je crois que c'est 70% ou 30% d'augmentation en plus pour des réseaux comme Facebook, etc. etc. Donc, profitez-en là-dessus pour dire, voilà, comment je peux être plus visible. Profiter de ce temps-là pour créer du contenu, on le verra juste après, mais également, pourquoi pas, réveiller les inactifs. Par exemple, faire un retargeting ou segmenter sa base de données avec les ouvreurs, les non-ouvreurs et voir comment on peut les réactiver. Donc, deuxième point également, travailler sa conversion. Ça passe de plusieurs manières, bien sûr la conversion sur son site internet, puisqu'on sait très bien que au retour entre guillemets à la normale, en fait il y aura beaucoup plus de difficultés à convaincre les gens parce qu'ils seront focus dans les projets à reprendre, et également qu'il y aura des restrictions de budget. Donc il faut travailler sa conversion. Là j'ai mis un tunnel de vente, le tunnel AAAR, qui permet en fait de se dire où est-ce que je dois agir en priorité et profiter de ce temps un petit peu plus calme pour travailler votre tunnel de conversion et pourquoi pas, par exemple, des marketing automation, travailler votre pitch, travailler vos argumentaires, etc., etc. Voilà. Donc également, travailler sa conversion, c'est pas uniquement travailler sa conversion en ligne, c'est pas travailler uniquement sa conversion commerciale, mais ça peut être par exemple de travailler sa conversion avec des emails one-to-one. Je vous donnerai quelques exemples après. Mais par exemple, nous, on a demandé à nos commerciaux d'envoyer depuis leur adresse email à eux les invitations aux derniers web séminaires, aux dernières actualités, afin de ne pas passer par la newsletter classique, mais que ce soit le commercial lui-même. Et ça, c'est cet aspect humain, que ce soit le commercial qui envoie directement à une sélection de clients des contenus ou des informations, c'est beaucoup plus valorisant parce que le client a l'habitude que ce soit une information importante. Donc, il va être beaucoup plus attentif que ça va être newsletter ou le DG qui envoie une newsletter classique. Voilà. Alors, content marketing, je parlais donc de la manière auparavant tout simplement d'aller chercher les gens, la manière en fait d'améliorer un peu la conversion. Par exemple, le chat en ligne, ça aussi c'est quelque chose qui permet tout de suite d'aller améliorer drastiquement sa conversion. Je vous invite vraiment à mettre un petit chat, même si c'est du chat entre guillemets offline, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne répondez pas en live direct, mais au moins la personne peut laisser un message et puis en fait, vous récupérez ses coordonnées avec un email et vous relancez plus tard. Mais ça, c'est des trucs très simples et qui permettent tout de suite, en une semaine, c'est rentabilisé.
Donc, le content marketing, on a dit que fallait précédemment gagner en visibilité sur les canaux qui sont en forte croissance, en particulier les réseaux sociaux. Et dans mon cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et en fait, on va essayer de faire à la fois du contenu spécifique, mais également du recyclage. Je vous ai mis en fait une petite illustration humoristique là, qui a été faite par Wittberg pour la société Sage. Et c'est vrai que c'est une petite illustration où on s'adapte en fait au confinement. J'ai été les fonctionnalités de télévacances. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un fond d'écran. Donc, on est vraiment en mode un petit peu déstress. On est en mode surfer sur la tendance, mais sans vraiment être dans la panique, etc. Et sans parler de ses produits, mais en étant en fait dans quelque chose d'un petit peu humoristique. Et si on a un bon travail de communication et de viralité, et j'y reviendrai après, l'importance de la viralité, tout simplement, vous allez pouvoir, comme ça, gagner en part de voix et gagner en visibilité. Donc, moi, ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que va falloir faire des jongler entre du contenu spécifique, réalisé spécifiquement pour le Covid, et en fait du recyclage, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en produire énormément durant cette période. Donc, moi, ce que j'ai constaté, durant les 1 ou 2 premiers jours, voilà, c'était un système plutôt de back-out. Les gens étaient en réorganisation, ce n'était pas la peine de leur parler. Les jours suivants, là, on était plutôt sur le surf du confinement, avec création de contenu simple. Par exemple, moi, j'ai fait un contenu jour 2 sur le confinement, faire du réchauffé. Réchauffer, c'est reprendre des contenus qui existent déjà et les remettre. Moi, par exemple, c'était le télétravail, mais nous, par exemple, c'était comment accéder à distance pour nos produits. Voilà. Après, en fait, on est plutôt sur les mesures Covid, comme je le disais, les témoignages, partage d'expérience, comment ça se passe, etc., etc. Positiver, rassurer, et également, pourquoi pas, mettre en place des études qui sont intéressantes en termes de relations presse et relations influenceurs, parce qu'on sait très bien que les journalistes adorent quand il y a en fait des chiffres et des études qui sont poussées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité comme ça de faire une enquête auprès de vos clients, qui peut être une enquête sectorielle sur un secteur d'activité, comme par exemple le bloc Croquefeuille sur les secrétaires et secrétariat à distance. Ça a forcément un super écho et les gens en reparlent, etc. Donc, rien qu'un chiffre ou deux vous permet tout de suite de gagner en visibilité avec des contenus spécifiques. Ensuite, la suite, ça va être gérer l'après. Tout simplement, c'est ça ce qui va être le plus difficile, c'est travailler sur les bonnes raisons de commander vos produits et de ne pas se faire oublier. Et après, surtout, créer l'événement. C'est pas tout de créer du contenu, il faut créer l'événement, comme je le disais précédemment, le web séminaire, la journée qu'on a fait les 2 jours, les CX Day sur l'expérience client, c'était créer l'événement. On n'allait pas juste faire un PowerPoint, on n'allait pas faire un article, mais il faut créer un événement qui va être un point d'orgue. Comme ce web séminaire est un événement, est un point d'orgue. Donc à vous de voir comment vous pouvez créer cet événement, ce point d'orgue, mais il faut se dire, c'est pas juste, il y a une production de contenu régulière et il faut obligatoirement créer un événement qui va vous donner un prétexte à communiquer et à rentrer en contact avec les personnes. Et ça, on le verra juste après. Donc, c'est super important de se dire événement. Et après, vous pouvez le faire dès maintenant, l'événement, comme ce web séminaire, mais le faire aussi après. Comment je vais pouvoir faire un moment qui va être waouh, c'est un moment important qui va faire la différence. Des exemples de contenu, voilà, j'ai déjà parlé, actualiser un contenu, le télétravail, contextualiser ses partages sur les réseaux sociaux, avec le hashtag, bien sûr, confinement, etc. etc. Des contenus spécifiques et le snack content. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment, et je vous montrerai un exemple, il ne faut pas créer que du contenu lourd et complexe. On peut créer des contenus vraiment très simples et très rapides avec une photo, une image, etc. Et un très bon exemple, c'est Gary Vaynerchuk, qui a fait comme ça un programme très simple pour programmer et créer du contenu très, 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 très simplement avec juste un simple téléphone. Et avec ça, vous pouvez déjà créer un contenu intéressant et qui sera du contenu facile à digérer parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps pour lire des contenus complexes. Donc, par exemple, moi, en fait, dans ce contexte-là, j'ai tout simplement demandé à mon assistante personnelle, tout simplement de faire des citations. Pourquoi, en fait, mettre en place des citations? Parce que dans un contexte un petit peu de crise, comme je le disais, les gens surfent beaucoup sur les réseaux sociaux, aiment beaucoup les contenus visuels qui vont être simples à analyser. Et la citation, en plus, est souvent très positive et parfois peut résonner dans un contexte. Donc, je lui dis, voilà, tu as 200 citations. Je lui ai donné une base de 200 citations qui sont à la fois sur le marketing, l'entrepreneuriat, etc. Je lui ai donné un logiciel qui s'appelle Code Automatique, je crois. Je retrouve le nom. Donc, en tout cas, avec elle, c'est très simple. Je lui donne la liste, je lui donne le logiciel qui permet de créer des citations avec le fond.
Et je lui ai dit, bah voilà, tu vas le programmer sur un système de programmation de publication automatique sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Buffer, il y a Hootsuite, il y a Swello. Et moi, dans l'occurrence, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Coucou. Et en fait, grâce à ça, en fait, elle a programmé grosso modo jusqu'en septembre. Alors, j'espère que le confinement ne durera pas jusqu'en septembre. Mais en tout cas, elle a programmé quasiment 300 citations qui sont publiées tous les jours et qui permettent d'animer la communauté. Alors, il ne faut pas surpublier, on ne va pas publier 15 fois par jour parce que c'est contre-productif. Il ne faut pas publier 50 000 fois par jour, mais au moins d'avoir une présence régulière et gagner en visibilité pour continuer à engager les gens et à raisonner. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de digitaliser les contenus. C'est vrai que c'est important de créer du contenu évolué et du contenu, entre guillemets, instant content qui est facile, fast food, à créer, facile à digérer, facile à assimiler. Mais il faut surtout conserver de l'humain. Ça, vraiment, j'y reviendrai juste après. Essayer, dans la mesure du possible, de mettre de l'humain et de la communication. Par exemple, moi, sur LinkedIn, j'utilise beaucoup l'application mobile pour utiliser les messages en fait vocaux. C'est-à-dire qu'une personne m'envoie un message, vous voyez, c'est le petit truc là. Je lui envoie un petit message, disant bah, j'espère que ça va bien pour toi, etc., etc. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de contextualiser le message. La personne souvent se dit ah, c'est vachement original, je ne connaissais pas, etc. Donc n'hésitez pas à le faire tout simplement pour vos contacts LinkedIn, pourquoi pas une prise de contact et tout simplement reprendre contact avec vos clients, prospects en disant comment ça va, je vous envoie un petit SMS ou alors je vous envoie un message vocal. Et on peut même aller plus loin, et ça se fait beaucoup dans le domaine de l'e-commerce, c'est le message vocal automatique. C'est-à-dire qu'en fait, avec le message vocal automatique, vous enregistrez un message en MP3 qui dure à peu près entre 30 et 45 secondes, pas plus, vraiment pas plus, parce qu'autrement les gens ne vont pas écouter des messages trop longs. Ce message, en fait, vous l'enregistrez au téléphone, comme si c'était un message que vous faisiez. Et en fait, vous prenez votre liste de participants. Par exemple, ici, si vous aviez mis votre 06 pour le web séminaire, vous prenez votre liste et ça va automatiquement envoyer à toutes les personnes qui ont laissé leur 06 et l'accord pour recevoir un message. Et en fait, ils vont recevoir ce petit message personnalisé qui peut dire « Bonjour, c'est Frédéric, j'espère que vous allez bien. Est-ce que mon web séminaire vous a intéressé? N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, je suis vraiment à votre dispo et puis j'ai peut-être un petit cadeau bonus pour vous. » Voilà, donc c'est un message préenregistré qui est lancé sur les 06 des personnes, ou 07 si vous êtes en 07. Et c'est super utile. Moi, je le fais régulièrement lorsque j'ai des web séminaires où je n'ai pas le temps en fait, de relancer 100, 200, 300 personnes. Et en fait, là, ça permet de faire un premier tri et de faire un premier appel là-dessus. Alors, c'est pas que là-dessus. Beaucoup de personnes dans l'e-commerce également utilisent ça pour tout simplement remercier les personnes qui ont passé commande et leur dire, bah voilà, j'espère que ça va, vous avez le numéro de téléphone, j'espère que vous avez, que vous avez bien reçu le produit, que vous êtes content, etc. N'hésitez pas à laisser un avis et vous avez également le numéro du service client à tel truc. Rien que le fait de demander si ça va, de rappeler le numéro du service client et de donner un avis, ça a deux bénéfices. Donc, bien sûr, des avis qui permettent d'avoir un truc positif, mais également, on a remarqué, alors c'est pas moi qui le dis, c'est une personne qui était dans l'e-commerce qui me l'a dit, que ça permettait d'accélérer la recommande des clients. Donc, vraiment de l'aspect de proximité. Voilà. Alors, j'ai une question de Laurent qui me dit, c'est quoi l'appli pour les messages vocaux sur LinkedIn? Eh bien, c'est l'appli LinkedIn. Tout simplement, vous avez un petit micro, comme dans WhatsApp, qui vous permet en fait d'enregistrer un message vocal directement depuis l'application et la personne le lit depuis son smartphone ou son PC. Je disais également, rester personnel dans ses communications. Alors, chez Eloquent, donc, il y a vraiment deux types de communication. Il y a la communication corporate, la newsletter, etc. Puis les communications qui sont envoyées, par exemple, par les commerciaux ou par moi-même. Et par exemple, là, ici, moi, quand j'envoie un message, j'envoie un message qui est beaucoup plus personnel. Par exemple, si vous avez 45 minutes de libre mardi, je vous invite à mon web séminaire. Voici comment détourner l'algorithme de LinkedIn. Ça, c'est moins personnel, mais le premier est très personnel. Et le personnel dit bonjour, j'espère que vous allez bien, blablabla, et que vos proches aussi. Donc, on est vraiment là-dessus. Alors, il manque juste l'aspect prénom, qui aurait été plus important dans cet aspect personnalisation, mais c'est vraiment important. À la fois en emailing, qui peut être envoyé par les commerciaux et les managers, mais également vous par les réseaux sociaux, et j'en parlerai tout à l'heure comment l'automatiser avec LinkedIn. Dans le contexte aussi où tout est gelé, parfois aussi, il faut garder contact même si on n'a rien à dire. En fait, on peut prendre des nouvelles sans vendre. Je vous donnerai un exemple. En fait, j'ai un de mes contacts en fait, qui travaille dans les vêtements professionnels. Donc, certes, ils ont à vendre des gels, ils ont à vendre un certain nombre de choses. Mais c'est compliqué d'aller voir les mairies, c'est compliqué d'aller voir les EHPAD quand elles sont fermées et qu'on n'a pas le droit de venir, etc. Donc, en fait, je lui dis, voilà, ce que tu vas faire, tu vas envoyer un email très simple
où tu vas dire, voilà, j'espère que vous allez bien et que trop de personnes ne sont pas touchées. Je vous envoie une petite notice et une petite affiche à afficher dans les locaux pour expliquer comment on doit bien nettoyer une chambre, quels sont les produits utilisés, etc., etc. Parce que je pense que vous avez des nouvelles personnes qui vont arriver, ou en tout cas, il faut faire un bon rappel dans ce contexte-là. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant parce qu'on n'était pas en mode vente, mais on était en mode conseil, et ce message a été super apprécié. Voilà. Et donc, là également, un autre exemple sur LinkedIn avec un petit message pour prendre de tes nouvelles en ces périodes de confinement, blablabla. Donc, ça fait toujours plaisir à faire ça. Et ça, on peut le faire de manière automatique, un minimum. Et bien sûr, moi, ce que je recommande, c'est éventuellement un premier message en automatique, mais le second message, toujours manuel. Voilà. Autre point, plus d'humain également avec vos collaborateurs, il ne faut pas les oublier. C'est vrai que chez Locan, nous, comme on est éditeur d'enquête de satisfaction et de logiciels d'enquête auprès des collaborateurs, enquête en tout genre, en fait, on a mis en place cette météo des collaborateurs, puisque tout le monde ne vit pas forcément aussi bien le confinement. Et là, par exemple, ici, c'est un petit graphique qu'on a fait sur nous, nos équipes à nous. Et par exemple, on a demandé, voilà, ça c'est une des questions, quelle est votre efficacité au travail? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plus efficace, moins efficace? Et là, tout de suite, on voit, voilà, les gens sont plutôt quand même en 2/3 en situation à peu près normale. Voilà, pour mon travail avec mes clients, avec mon département, etc. Donc ça aussi, c'est important d'aller écouter ses collaborateurs, puisque parfois, on n'a plus cette fréquence de discussion, on n'a plus cette informalité dans la machine à café. Donc, c'est super important d'aller écouter ses clients. Alors, enfin, ses collaborateurs, excusez-moi. Idéalement, une fois par semaine, il faut prendre un petit quart d'heure pour aller échanger de manière informelle, pas sur les projets, mais de manière informelle, comment ça va, comment ça se passe. En tant que manager, c'est super important de faire ça. À défaut, au minimum, lancer une météo des collaborateurs. Nous, on le fait avec certains de nos clients, surtout des grands groupes qui ont des équipes importantes. Et ça, c'est important pour détecter les personnes qui sont en perte de vitesse, qui sont en période difficile, parce que des études ont montré, c'est les personnes souvent qui ont des enfants, qui gèrent à la fois les enfants et le travail et la vie perso et tout ça, qui sont plus en difficulté, alors que des célibataires ou des gens qui n'ont pas d'enfants ou des enfants grands ont moins de ces difficultés-là. Donc, écouter, c'est vraiment important sur l'impact de l'organisation. Est-ce qu'ils ont les bons outils et l'aspect télétravail? Alors, que pensez-vous des sponsored ads sur LinkedIn? Alors, personnellement, j'en fais assez peu parce que je trouve que le prix est un petit peu cher. Je préfère travailler sur la viralité et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs juste après. Donc, merci Véronique. C'est une excellente transition. Alors justement, là ici, voilà, dans cet aspect, voilà, les outils, utiliser des bons outils, éventuellement automatiser des choses quand il le faut. À chaque fois, je dirais il faut faire du growth hacking, et j'en parlerai tout à l'heure, mais il ne faut pas en faire non plus de trop. Donc détourner les algorithmes, c'est quelque chose qui est important. On peut se faire du sponsored post, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez de visibilité ou alors on va aller au-delà en fait de son cercle d'influence. Ça, c'est vrai que c'est important et ça sert. Mais déjà, essayez de travailler votre propre visibilité. Là, je vous ai mis un petit graphique. C'est tis.fr qui a fait une traduction d'une infographie qui existait déjà. Mais c'est comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Vous avez la même chose pour Twitter, vous avez la même chose pour Instagram, vous avez la même chose sur YouTube. Le principe, il est vraiment simple. Vous faites une publication, elle est affichée à X% de votre réseau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Et si tout simplement, c'est partagé, si c'est liké, si c'est commenté, si c'est vu, à ce moment-là, en fait, le réseau social va dire « Ah, c'est un truc intéressant, donc je vais l'afficher un petit peu plus de monde, et puis je vais afficher un peu plus de monde, je vais afficher un peu plus de monde, jusqu'en fait, vous ayez cet aspect viralité. » Et c'est pour ça, en fait, que il est très important d'avoir dans les premiers temps de la publication de son contenu, quel que soit le réseau, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, etc., d'avoir en fait des gens qui commentent et qui mettent des avis, etc. Sachant que, par exemple, pour LinkedIn, certaines personnes ont dit, voilà, un j'aime, ça vaut 1 point, un commentaire, ça vaut 2 points, un partage, ça en vaut 3, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre comme ça de points. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur tout le nombre de points qui sont attribués, puisque c'est un petit peu aléatoire et ça évolue pas mal. Mais en tout cas, c'est dire que votre publication, dans un premier temps, doit être très visible. Et donc, généralement, les 2 heures sont quand même très, très importantes. Alors, là, vous le disiez juste à 2 secondes, pourquoi faire un sponsored ads sur LinkedIn? Parce que on veut gagner en visibilité, donner plus de visibilité donc à son contenu. On peut également le faire très simplement en manière manuelle. Tout simplement, vous envoyez un email à vos populations cibles. Le but, en fait, c'est de 2 types.
booster ses contenus. Je vous l'ai dit il y a 2 secondes, si dans les 2 heures, il y a un partage, forcément, ça va augmenter la viralité. Alors, un partage de préférence sur les personnes de votre réseau. Et je reviens sur l'algo juste après. L'algorithme en fait, de LinkedIn, de Twitter, de Facebook pousse des contenus sur une sélection de vos contacts. Là, en fait, on va essayer de détourner un petit peu ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les contacts qui ont vu la publication qui a été affichée par LinkedIn qui vont liker, mais on va essayer de booster un petit peu les choses. Donc, on va essayer de jouer sur ce point-là, booster la publication en ayant, un peu de commentaires, un peu de likes, un peu de partage. Mais la deuxième chose aussi, on va jouer sur les réseaux individuels. Puisqu'en fait, il faut être très clair, une personne qui a un très gros réseau, et qui publie très régulièrement, ça ne va pas être affiché sur beaucoup de monde. Généralement, moi, ce que je constate et ce que je vois, c'est que généralement, vous avez une semaine pour en fait avoir des interactions avec une nouvelle personne dans votre réseau. Après une semaine, elle ne verra plus vos publications sur LinkedIn, par exemple. Elle sera en fait uniquement visible si votre publication est justement virale. Mais autrement, ça sera que ce petit nombre de personnes. Au début, les personnes qui viennent d'être ajoutées ou avec laquelle vous avez une interaction va en fait voir vos contenus, puis au bout d'un certain temps, elle ne verra plus, sauf si c'est viral. Donc, c'est important donc, dans les premiers temps d'avoir des bons contenus, etc. Deuxième chose, comme j'ai, c'est le réseau individuel. Il y a certaines personnes, moi je connais pas mal de commerciaux, de dirigeants qui publient assez rarement. Et en fait, quand ces personnes qui publient assez rarement publient quelque chose, donc relais, partage, like, créer un contenu, forcément, ça va être beaucoup plus visible auprès de leur communauté à eux. Donc ça aussi, c'est important de leur envoyer des infos. Là, de manière manuelle, par exemple, là, c'est mon collègue Alexandre qui tout simplement envoie comme ça une petite sélection de contenus, par exemple nos webinaires sur l'expérience client, de publications de clients aussi, parce qu'en fait, on met en avant nos clients. Comme je le disais, il y a du relationnel aussi sur nos clients et on essaie d'avoir du lien avec eux. Donc, boost de nos publications, mais également commente, like et partage sur les contenus de nos clients afin de les valoriser, de montrer qu'on est avec eux et qu'on est en fait partenaire. Également, le dernier point qui est un peu moindre pour l'instant, mais qui sera important dans la suite, c'est booster également les publications de l'entreprise, parce que pour l'instant, tout est basé sur les profils personnels sur LinkedIn, mais dans les mois à venir, la page entreprise, comme sur Facebook, va avoir de plus en plus d'importance. Voilà. Donc, comment vous faites un email que vous pouvez envoyer soit de manière quotidienne, soit hebdomadaire. Comme je disais, les 2 heures sont importantes. Donc, un petit partage sur Slack, sur Teams, aux personnes qui sont du réseau, donne un petit coup de boost à votre contenu. Donc, c'est important, c'est viraliser, faire vivre des comptes qui publient peu. Alors, bien sûr, il y a des limites. Vous avez souvent des contacts communs. Et puis, c'est déjà vos contacts à vous. Donc, ce n'est pas l'effet boost, comme je disais, aux gens à qui on affiche votre contenu. Et c'est difficile d'avoir une réaction dans les 2 premières heures. Alors maintenant, on va parler un peu de growth hacking. Alors, je voulais quand même en parler d'outils qui permettent de booster la viralité. Par exemple, il y en a plusieurs. Moi, par exemple, j'ai utilisé et j'utilise encore l'Mpod. Ça permet en fait d'obtenir des vues en payant. C'est-à-dire qu'en fait, des gens vont liker, commenter, etc. Alors, ce n'est pas payé pour des fausses vues, c'est des vraies personnes qui font partie de groupes sur des thématiques, par exemple le growth hacking, l'expérience client, le marketing, etc. Et en fait, c'est un système simple. Soit en fait, vous payez, moi je paye 5 $ par mois pour que des gens de ces groupes-là, tout simplement, like en fait mes publications. Alors, c'est utile pour booster une publication, mais ça ne va pas vous assurer le succès, puisqu'en fait, ça a vraiment changé. Il y a 6 mois, vous utilisez ce genre d'outil et là, vous explosiez le nombre de vues, et maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça donne un petit coup de boost. Moi, j'aime bien l'utiliser au départ pour booster une publication qui vient d'être lancée et qui a besoin d'avoir un petit peu de viralité. Parce que LinkedIn, c'est totalement adapté à ce genre d'outil-là et ça ne marche plus comme avant. Donc, en fait, ça ne donne plus cet effet viral, mais ça permet de dire, tiens, il y a quelque chose qui bouge, c'est un contenu intéressant. Après, c'est à votre contenu et c'est à votre communauté de faire son job, entre guillemets, et c'est à vous de faire votre job, d'avoir du contenu qui va faire réagir votre communauté, et c'est ça qui fera la différence. Le pod ne permet plus d'aller faire des centaines de milliers de vues, ou des dizaines de milliers de vues, ou des milliers de vues, mais moi j'aime bien l'utiliser pour booster un petit peu au départ. Donc voilà, et faites bien sûr attention aux commentaires de mauvaise qualité, et là encore une fois on détourne les outils de LinkedIn, donc ça, ce genre d'outil aussi, c'est pas trop apprécié par LinkedIn.
Ce qui marche vraiment bien, c'est du bon contenu et c'est des bons partages. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est travailler avec des partenaires. Par exemple, en fait, dans mon domaine qui est le marketing, j'ai monté un groupe WhatsApp et je travaille également, je participe à d'autres groupes WhatsApp sur des thématiques spécifiques, par exemple sur YouTube, sur LinkedIn, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des pods. Et donc, en fait, avec quelques contacts où on est partenaires, non concurrents et dans la même thématique, on s'apprécie bien et on se partage des contenus de qualité. Le but, en fait, c'est encore une fois de jouer sur cet aspect un petit peu viralité et d'avoir un petit peu de boost encore un petit peu là-dessus et de mutualiser nos réseaux parce qu'on a des vrais réseaux, on a des vrais contenus, on a des vrais partages et ça permet en fait de donner un petit peu plus de viralité et de vue puisqu'en fait là, ce sont vraiment des gens qui partagent, qui commentent et l'information est vue aussi auprès de leur réseau. Donc là, c'est quelque chose d'assez utile. Moi, je l'ai fait avec donc des clients, des partenaires, d'autres influenceurs. Et je vous invite à faire de même. Hein. Vous pouvez faire un groupe WhatsApp avec, comme je disais, vos commerciaux, les autres personnes du marketing, les dirigeants. L'intérêt du groupe WhatsApp, c'est que tout le monde a son téléphone sur lui. Il y a la petite notification. Et il suffit de 2 secondes pour aller dessus, de faire un petit message sur son application Facebook qui est liée automatiquement, et dire bravo, merci, je partage, etc. C'est un peu plus réactif qu'un email, puisque l'email, on sait très bien que parfois, ça passe un petit peu à la trappe. Voilà, donc c'est assez intéressant. Là, encore une fois, on ne va pas faire de miracle, mais ça permet de donner encore un petit aspect viralité. Alors justement, je voulais vous montrer un petit exemple là-dessus, enfin 3 exemples. Malgré le fait qu'on va faire du boost, malgré le fait qu'on a des influenceurs, malgré le fait que ceci, cela, c'est votre contenu qui fera la différence. Et c'est ça vraiment qui est important. Je vous ai mis 3 trucs. Un exemple, un premier exemple qui est en fait un contenu pilier. Hein. C'est un contenu pilier que j'ai écrit qui est vraiment, qui m'a mis quasiment 4 heures de boulot. Voilà, 17 000 vues, 215 likes, des vrais commentaires et des boosts. Hein. J'ai mis du boost au départ avec l'Empod, j'ai mis du boost avec mon groupe WhatsApp. Et le côté négatif, c'est que bien sûr, il faut travailler l'algo. Là, j'ai mis exprès un lien. Enfin, j'ai laissé le lien vers la publication pour que les gens puissent aller le voir. Et malgré ce qui est un facteur un peu négatif lorsqu'on veut booster une publication, hein, mettre des liens qui sortent de LinkedIn ou des autres réseaux n'est pas très apprécié de ces réseaux-là parce qu'ils veulent que les gens restent dessus. C'est pour ça que les contenus qui marchent le mieux sont les contenus qui sont visibles. Il n'y a pas besoin en fait d'aller sur YouTube, sur un blog ou n'importe quoi. Donc mettre en fait un lien dans le contenu est défavorisant par rapport au facteur viral que lui accorde LinkedIn. Donc malgré cela, 17 000 vues, 215 commentaires et 350 visites sur mon blog et plus de 6 minutes 30 de lecture. Donc vraiment, et ça augmente tous les jours, ça continue parce que j'ai encore quelques likes et quelques visites tous les jours. Voilà. Deuxième chose, je vous parlais tout à l'heure de snack content. Exploiter des trucs de contenu très simples. Là, encore une fois, c'est une image. Est-ce que vous êtes plutôt en mode zombie ou est-ce que vous êtes en mode normal? Et inciter les gens à liker au travers des émoticônes. C'est une petite astuce qui permet comme ça d'avoir de l'engagement. Et c'est vrai que quand LinkedIn ou Facebook ou Twitter, etc., voient que les gens ils likent, ils partagent, etc., ils se disent « Ah, tiens, c'est un truc intéressant, je vais le montrer à plus de personnes. » Donc là, ça a pris 10 minutes, 4000 vues, voilà, 71 likes. Donc, vous voyez, tout n'est pas forcément hyper proportionnel. Ici, 75, on est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc, c'est un contenu qui n'a pas été énormément liké et qui a eu, on va dire, 3 fois moins de contenu. Donc, c'est presque proportionnel, 3, 7, 21. Donc, pas d'image, enfin, une image juste, pas de lien. Mais par contre, elle a été publiée à la mauvaise heure. Je l'ai publié en fait tard le soir. Et là, encore une fois, c'est aussi ce qui compte, puisque comme je le disais, LinkedIn va afficher votre contenu à un certain nombre de personnes. Si vous le faites moi je l'ai fait à 23 heures, forcément, il va afficher quelques personnes qui sont, par exemple, je ne sais pas forcément dans la cible, qui ne sont pas là. En fait, forcément, il n'y aura pas de réaction, pas de like et tout ça. Donc, forcément, c'est un impact qui va être moins bon. Voilà. Et le choix des contenus, là, ici, par exemple, j'ai fait une petite vidéo sur un cahier des charges. Donc, c'est au lieu de mettre ici la photo du cahier des charges, j'ai mis une petite vidéo. Ça m'a pris même pas 10 minutes et tout de suite en fait j'ai eu des leads parce qu'en fait c'était un type de contenu qui est fait pour générer du leads. Donc voilà, c'est réfléchir en snack content, en contenu qui sont lead gen et en contenu pilier qui vont être bons pour le référencement et sur la durée. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que il faut quand même aussi automatiser un certain nombre de choses. Alors, moi, j'utilise plusieurs outils. Par exemple, en fait, j'utilise ce produit qui s'appelle LinkedIn Helper, qui est assez pratique pour en fait maintenir du lien sur sa communauté. Par exemple, lorsque je vais faire un web séminaire, alors je ne l'ai pas fait pour ce web séminaire-ci, mais je le fais
vraiment de manière ciblée et très précise. Je choisis sur mes contacts qui sont par exemple responsables d'expérience client, responsables centre d'appel, je choisis mes contacts de premier niveau qui me connaissent moi, et à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois, je leur envoie un message via LinkedIn en leur disant « Tiens, salut, je fais un web séminaire, ou j'ai fait un livre blanc, ou j'ai sorti une étude, ou je vous demande votre avis là-dessus ». Donc, j'engage avec eux, et c'est vrai que je pourrais le faire de manière manuelle, sauf que ça me prendrait énormément de temps. C'est pour ça que j'utilise cet outil qui s'appelle LinkedIn Helper, qui est vraiment très simple, et qui permet comme ça d'envoyer un message à l'ensemble, enfin, tout ou partie de vos contacts LinkedIn avec un certain nombre par jour, c'est entre 120 à peu près par jour. Vous leur envoyez un message et avec le prénom « Bonjour Martin, j'espère que vous allez bien, etc. etc. » Et ça permet comme ça d'aller exploiter son canal de communication qu'est LinkedIn, puisque souvent les gens, comme je le disais, ont un gros réseau LinkedIn, sauf comme je le disais, la plupart des gens ne verront jamais vos actualités. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher cet échange et créer l'événement au travers de cette communication à les réseaux sociaux en utilisant un canal alternatif à l'email. Parce que là, par exemple, pour ces communications web séminaires, en fait, on voit bien qu'il y a des personnes qui reçoivent notre newsletter éloquent, mais qui ne s'inscrivent pas ou qui ne le voient pas. En revanche, lorsqu'on leur envoie un message LinkedIn, là, ils le voient, ils réagissent, et surtout, c'est très personnel. Donc, c'est complémentaire. C'est complémentaire aux outils. Donc voilà, le seul truc qui est négatif, attention, ce genre d'outil d'automatisation est interdit par LinkedIn. Donc utilisez à vos risques et périls et surtout sans abus. C'est vraiment important, je le répète, sans abus. Le but étant, autrement, vous pouvez avoir votre compte suspendu et perdre tous vos contacts LinkedIn. Donc vraiment le faire avec précaution et à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est des outils qui sont très puissants mais qui permettent de faire et qui peuvent vous faire faire des bêtises. Voilà. Et donc, les résultats, c'est vraiment sympa parce que là, on est dans des communications personnelles, on apporte de la valeur, on n'est pas dans le spam, on n'est pas pour vendre directement. Et là, par exemple, c'est les emails que j'ai reçus hier et puis, je crois, avant-hier. Donc, ici, vous voyez aujourd'hui, je vous remercie pour votre message, j'espère que vous allez bien aussi, comment ça se passe pour vous, désolé, je prends juste connaissance maintenant de votre message, désolé un peu de retard, etc. etc. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'email où on balance un email classique, corporate, on est vraiment dans le relationnel, les gens apprécient beaucoup ça et on apporte de la valeur. C'est vraiment important, je le répète, apporter de la valeur et mettre de l'humain. On ne sort pas le canon à spam, on est vraiment là pour créer du lien. Un autre outil également que j'aime bien utiliser, alors celui-là, il est particulièrement délicat à utiliser. Ne l'utilisez pas si vous n'avez pas des connaissances importantes en marketing, puisqu'en fait, vous pouvez rapidement faire des bêtises. Par exemple, vous faire suspendre sur Instagram. Ça m'est déjà arrivé. C'est des outils qui permettent d'automatiser des choses et bien sûr, ça enfreint les règles des réseaux sociaux, mais c'est quand même très pratique. Donc, c'est une balance à faire entre le risque à prendre et les gains derrière. Moi, je les utilise de manière très limitée, mais vraiment très limitée. En particulier, je les utilise par exemple sur Twitter pour faire un direct message de bienvenue. Parce qu'en fait, je ne vais pas aller sur tous les comptes Twitter, enfin, toutes les personnes qui me suivent sur Twitter, dire bonjour, merci, etc. Je préfère envoyer un message automatique qui dit bonjour, merci de me suivre, etc., etc. Avec un bonus que j'offre, un petit cadeau. Pareil, en fait, sur LinkedIn. Alors, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Mais en tout cas, il y a une fonctionnalité qui permet de souhaiter les anniversaires. Moi, je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup, en fait. J'aime bien comme c'est mon anniversaire. Je trouve ça assez cool. Et donc, en fait, voilà, je le fais en automatique. Pareil, pour l'attribution de compétences, on peut également attribuer des compétences à ses contacts de manière automatique. Et ça, c'est quelque chose qui ne mange pas de pain, qui se fait en automatique. Et c'est vrai que les gens sont assez valorisés et apprécient beaucoup qu'on leur recommande une compétence ou deux compétences. En plus, ça sélectionne la compétence qu'ils ont choisie le plus. Donc, en fait, ça les valorise et généralement, il y a des petits retours. Et l'intérêt, c'est bien sûr de maintenir ce lien. Je répète encore une fois, maintenir le lien. Parce que les publications, c'est bien sympa, mais vous n'aurez que très peu de personnes qui vont les lire. Par contre, les direct messages, par contre, les recommandations de compétences, par contre, les anniversaires permettent de maintenir un lien proche et physique et one-to-one. Voilà. Alors, on a pas mal avancé sur les slides, c'est pas mal, on est à 33, donc je vais pouvoir peut-être prendre une petite question. Dans les groupes LinkedIn, les posts sont pas vus par tous les membres. Ah non, oui, c'est comme partout. En fait, dans les groupes, auparavant, vous aviez une fonction de newsletter qui a disparu. Maintenant, ils ont remis en fait une petite fonction d'alerting, mais qui n'est pas vue par tout le monde en fait. Donc, les groupes ont perdu énormément d'intérêt sur LinkedIn. Par contre, sur Facebook, ils ont gagné énormément d'intérêt. Moi, j'ai un ou deux groupes sur LinkedIn.
Enfin, je co-anime un ou deux groupes et c'est vrai que c'est super intéressant pour animer une communauté. Donc là, on était sur le point animer ses réseaux sociaux, faire un petit peu de growth hacking avec des outils, mais c'est également important de préserver son capital client et sécuriser son business pour l'après déconfinement. Ce qui est vraiment important, c'est se dire, voilà, on a des clients, il faut les garder, il faut faire son maximum. Et pour ça, en fait, il faut vraiment améliorer le parcours client et gérer l'insatisfaction. Parce qu'autrement, si une personne n'a aucune raison de rester chez vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est la meilleure offre. Si on lui dit, est-ce que tu veux changer de fournisseur? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'on doit utiliser encore cette solution-là? S'il n'y a pas cet aspect valeur ajoutée relationnelle, la personne dit, ok, d'accord, on change. Donc, ce qui est important, c'est faciliter la vie du client et améliorer son expérience client. Donc, tout simplement, l'analyse du parcours client, ça se fait de plusieurs manières. Bien entendu, vous pouvez le faire de manière qualitative vous-même. Écoutez les clients. Donc, l'enquête de satisfaction, nous, on le fait beaucoup avec nos clients. Il y a la première enquête qu'on fait chez nos clients, c'est l'enquête, je dirais, photo de l'expérience client et photo du parcours client. Donc, c'est un email ou un SMS qu'on envoie en fait aux clients et on leur demande, voilà, comment ça se passe, etc. Et puis, surtout, des verbatim. Grâce au verbatim qui est couplé à l'analyse sémantique, on sait quels sont les chantiers prioritaires, les signaux faibles. Un exemple, on avait un de nos clients dans le transport qui a lancé une enquête sur ses clients et lui fait de l'enquête aussi post-livraison. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les signaux faibles, on avait vu comme ça un certain nombre de personnes qui n'étaient pas très nombreuses et qui disaient « Ah, je suis super content, le livreur m'a livré, je suis au 2e étage, j'étais toute seule et il m'a porté le four tout en haut où mon escalier n'était pas très accessible et la personne a fait ça, c'est super sympa, c'est génial. » Et en fait, on a pu remonter ces petits signaux faibles qui étaient vraiment très très faibles et on a vu que des clients qui étaient hyper satisfaits. Et en fait, l'entreprise a eu deux choix, soit en fait proposer gratuitement ce service, soit le faire payer. Et là, en fait, ils vont sortir un service payant de monter à l'étage des colis. Et ça, c'est intéressant, ils n'auraient pas pu le savoir sans cela. Donc, analyser le parcours client, l'expérience client, écouter ses clients. Donc là, l'enquête, bien sûr, c'est important, mais les appeler directement. Et donc, bien sûr, faire des enquêtes de satisfaction à chaud, post-interaction, ça peut être post-achat, post-appel au service client, post-renouvellement, etc., etc. Et également, créer des moments qui comptent. Créer des moments qui comptent, c'est donc éditer et vérifier quels sont les moments de vérité du parcours client. Alors, ces moments de vérité, bien sûr, on va les mesurer avec des enquêtes de satisfaction à chaud. Donc, par exemple, vous passez en magasin, un exemple, dès que vous passez en magasin avec SFR ou avec Orange, en fait, c'est éloquent qui gère ça. Vous recevez, en fait, avec SFR un petit SMS et vous répondez et en fait, ça vient sur nos serveurs à nous. Pareil, si vous allez dans des boutiques Orange et que vous laissez un avis, vous regardez après les avis sur Internet, c'est Eloquent qui fait ce genre d'avis. Et ce n'est pas que pour le B2C, c'est également vrai pour le B2B. Par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, vous avez des chantiers et que vous faites livrer du ciment avec la farge, juste après la livraison, vous avez une petite enquête qui vous est envoyée par SMS et à ce moment-là, en fait, nous, on détecte des choses. Et ça, c'est vraiment intéressant pour deux choses. Un, détecter les problèmes, mais c'est également pour créer du relationnel, puisqu'en fait, généralement, on rappelle le client juste derrière, et parfois, en fait, les managers des centres de contact ou les gens du service client ont un peu peur en disant « Ouais, je vais me faire engueuler », mais non, c'est un moyen de créer du relationnel, et il faut prendre la critique, en fait, l'avis comme quelque chose de positif. Et ça permet de diffuser une culture client, mettre un meilleur lien entre les opérationnels de l'entreprise et les clients. Ça, c'est super intéressant. Puis, en autre point aussi, c'est bien sûr diffuser la culture client, etc. Là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais dans un web séminaire qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, on a également parlé de l'appel proactif, qui est excellent pour créer un service ouf. Et vous verrez, si vous êtes intéressé, j'ai mis des liens en fait à la fin de la présentation. Et ils ont montré 3 campagnes d'appel proactif qu'ils ont mis en place et qui ont eu des effets vraiment intéressants. Le premier, par exemple, c'est le taux de rétention des nouveaux clients qui a été, je crois, amélioré de je ne sais plus de combien de pourcents, uniquement en faisant un appel proactif dans je crois que les 1 mois ou 2 après la souscription du contrat. Et ça, c'est un truc très simple. Ils ont mis en place comme ça une cellule avec notre solution de centre de contact qui fait automatiquement que tous les nouveaux clients arrivent dans une campagne et ils sont rappelés automatiquement par un conseiller. Et cet effet waouh est vraiment super sympa. Alors, on arrive à la conclusion. Il est 15h25. Je pense que j'ai été à peu près dans le timing. Après, on verra pour les questions-réponses. Donc, ce qu'il fallait retenir, ce qui est important, c'est, voilà, il va falloir anticiper la sortie du confinement. Ça, c'est vraiment important. Et pour moi, il y a le relationnel, la communauté, bien sûr, être en pleine forme. Je vous ai montré un petit peu comment exploiter les réseaux sociaux, vos clients et nouer du relationnel. Préparez également ici le pourquoi de votre produit en post-Covid. Pourquoi votre produit, votre pitch, votre USP, etc. etc.
Alors, ce que je voulais vous dire, donc voilà, ce qu'il fallait retenir de ce web séminaire, il fallait essayer d'anticiper la sortie du confinement, ça arrive bientôt. Et j'ai insisté beaucoup sur la partie relationnelle, repenser ses produits, penser au pourquoi, hein, pourquoi mes produits sont plus importants que les autres, c'est vraiment important. Et travailler également sur le content marketing, à la recherche d'informations. Il faut que vous soyez dans le top des gens qui vont être listés et des priorités. Évitez l'effet ciseau, l'effet ciseau qu'on retrouve partout. Hein, c'est voilà, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. J'ai une baisse de mes clients, j'ai mes coûts qui restent stables ou qui augmentent, et donc là, bam, ça devient très compliqué. Donc la clé, c'est vraiment de travailler le parcours client et travailler l'expérience client et la fidélisation. Et c'est vrai que nous, on milite beaucoup là-dessus, sur les avis clients et sur les enquêtes de satisfaction, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter que les gens ne partent. Une autre petite astuce, tiens, qui ne nécessite pas de logiciel, mais qui fonctionne très bien, c'est lorsqu'en fait vous avez des conseillers service client qui sont au téléphone ou par chat ou par mail, ou peu importe. Tout simplement, vous leur demandez de noter juste après la réponse, quel est leur avis par rapport à la réponse, justement. Par exemple, j'ai répondu à un client, je dis c'est comme ça, c'est le règlement, c'est la procédure, et voilà, et le client dit bon, d'accord, comme d'habitude, quoi. Et là, le client, on va lui envoyer une enquête de SAT, et ça va être bon, est-ce que vous êtes satisfait de l'offre? Il va dire je suis pas ni satisfait ni moyennement satisfait. C'est comme ça. Il va mettre en NPS, il va mettre peut-être un 6 ou un truc comme ça. Le problème, c'est que cette personne-là, c'est entre guillemets le ventre mou, ou les gens qui sont ni satisfaits ni insatisfaits, et on ne sait pas comment les traiter. Et ça, en fait, le conseiller peut agir en disant, en notant l'appel. En fait, il peut noter et auto-évaluer son appel dans le CRM, par exemple, hein, et il va dire, le client est finalement pas très content de la réponse qu'on lui a apportée. Et ça vous permet en fait d'aller détecter de l'insatisfaction et d'aller un petit peu attraper cette insatisfaction cachée. Donc ça, c'est vraiment important. Les erreurs à éviter, je dirais toujours, se noyer dans les micro-actions et se noyer dans les réseaux sociaux. Ne soyez pas sur votre téléphone tout le temps à liker, à commenter, tout ça. Ce n'est pas forcément du travail, sauf si justement vous êtes en train de travailler sur le relationnel ou le moyen de faire du buzz ou de faire de la promotion. Voilà. Pensez efficacité en priorité. Concentrez-vous sur ce qui va apporter de la valeur. Alors, je reviendrai sur l'importance d'avoir un seul indicateur. C'est ce qu'on appelle le North Star Metric ou l'ONTM, The Only Metric That Matters. C'est-à-dire que évitez de vous disperser sur, par exemple, le chiffre d'affaires, la marge, le nombre de prospects, le nombre de clients, etc., etc. Définissez pour votre entreprise et votre structure un seul indicateur. Et là, vous dites, voilà, ce qui est plus important pour moi dans ce contexte Covid, ça va être le chiffre d'affaires. Et ça va être un message qui va être très simple, très vite compris par l'ensemble des collaborateurs. Ils vont tous mettre en ordre d'action et en ordre de marche. Le problème, si vous dites, le service client, toi, ce qui est important, c'est le NPS. Bon, toi, le service commercial, c'est le chiffre d'affaires. Toi, le marketing, c'est les leads générés. Et en fait, les gens vont partir chacun dans leur direction, qui généralement sont assez proches, mais ils ne sont pas focus là-dessus. Et dans une situation de crise, on n'a pas besoin d'apprendre. Enfin, il ne faut pas prendre les mêmes décisions. Et c'est pas les mêmes managers, c'est pas le même timing. Et là, on le voit avec la crise du Covid. Hein, on voit bien que c'est pas forcément les techniciens, c'est pas forcément les scientifiques qu'il faut écouter, mais il faut être vraiment très pragmatique, aller dans l'action. Je dis pas autoritaire, mais il faut être au moins, faut dicter une ligne de conduite et dire on va vers là et on y va. Et donc dans l'entreprise, c'est la même chose. Il faut travailler sur ce North Star métrique et dire c'est ça qui est important, et on met toute l'entreprise en ordre de marche et tout le monde sait où il doit aller, où il concentrer ses efforts. Donc, votre plan d'action, c'est simple. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, dans 2 semaines et à l'heure de la reprise. Dès maintenant, repensez votre persona et pourquoi pas votre SWOT. Votre SWOT, c'est votre photo, en fait, de votre entreprise, vos forces, vos faiblesses, les menaces, les opportunités. Les personas et le SWOT, ça vous prend, 2 heures pour retravailler là-dessus. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, une bonne demi-journée. Ensuite, adaptez vos offres au mode confinement, maintenant. Pourquoi elles sont intéressantes, qu'est-ce qui est intéressant, etc. Créer du relationnel, non commercial, créer du relationnel, j'en ai parlé tout à l'heure, prenez des nouvelles, apportez de la valeur ajoutée, mettez de l'empathie, etc., etc. Utilisez des canaux qui créent de l'émotion, j'ai parlé du message vocal, j'ai parlé de LinkedIn, j'ai parlé des réseaux sociaux en général, de l'importance que les commerciaux et que les personnes individuelles agissent. D'ici 2 semaines, donc revoir votre USP et votre offre de valeur pour la sortie de crise.
comment vous pouvez repositionner votre offre, le discours sur votre site internet, les discours commerciaux, etc., etc. Comment vous allez pouvoir contextualiser vos contenus. Et n'hésitez pas, l'enquête collaborateur, nous on le voit, c'est mis en place par quelques-uns de nos clients et ça permet vraiment de faire du bien aux gens, de pouvoir s'exprimer. Rien que le fait de pouvoir s'exprimer, c'est important. C'est comme pour les clients, et j'y viens après, c'est un peu après les enquêtes clients. Si vous ne laissez pas en fait un espace d'échange et de discussion aux personnes, en fait, c'est elles qui vont prendre la parole. Et on le voit souvent avec certaines marques où il n'y a pas le moyen de communiquer, de donner un avis, etc. Et qu'est-ce que font les gens? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur les sites d'avis, ils vont sur Google My Business et voilà, on se fait cartonner. Donc, je vais peut-être finir cette conclusion. Donc, plan d'action d'ici 2 semaines, l'USP, contextualiser vos contenus, l'enquête collaborateur. Et à la reprise, l'enquête client, reprendre la communication personnelle et améliorer vos conversions. Donc, essentiel. Je vous ai mis quelques liens ici en bibliographie, des astuces, les contenus bureau, etc. Je vais peut-être prendre quelques questions en attendant, si jamais le temps que les autres personnes arrivent. Donc, c'est revenu. Alors, si la publication est envoyée aux éditeurs LinkedIn qui vont ensuite décider si la publication est affichée à plus d'utilisateurs. Alors, c'est une bonne question de Bertrand. Non, ce n'est pas une modération manuelle, c'est des algorithmes. Il n'y a rien du tout en automatique. Tout simplement, en fait, LinkedIn va afficher la publication à un certain nombre de monde en manière automatique. Et tout simplement, c'est des algorithmes avec les interactions qui décident, oui, est-ce qu'on va le publier, enfin l'afficher à plus de personnes ou pas. Et c'est important justement d'être visible dans ces 2 heures et d'avoir pas mal d'interactions, à la fois des interactions naturelles qui viennent de ce segment de personnes, mais également des interactions qui vont être plutôt, moi je dis automatiques, avec des outils de pod, outils de ghost hacking, ou alors avec des outils de type pod WhatsApp, des vrais contacts. Alors je crois qu'il y a Théanie qui s'est reconnectée. Je vous laisse, et Stéphane. Oui, donc, je ne sais absolument. pas si vous voulez faire le tirage au sort, autrement je continue à répondre à quelques questions. Ok. Oui, je pense qu'il est préférable de faire d'abord le tirage au sort et puis ensuite de revenir effectivement rapidement au niveau des questions-réponses en cas de nouvelles coupures liées à notre outil de webinar. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, Frédéric a la gentillesse de nous offrir plusieurs formations donc aux participants qui se sont connectés aujourd'hui. Donc, on a pu procéder au tirage au sort, mais avant cela, Frédéric, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ces 2 formations que oui, c'est tu facile. offres? Alors en fait, on parlait de mon boulot, comme je suis blogueur depuis quelques années, j'ai essayé de rassembler mes petits trucs et astuces, donc vous en avez eu quelques-uns là aujourd'hui. Et donc j'ai fait 2 formations. La première, en fait, c'est vraiment LinkedIn, Growth Hacking. Alors, c'est pas orienté contenu, mais c'est vraiment l'utilisation, créer l'événement. Et là, il y a 10 heures de formation vidéo. Et autrement, il y a une deuxième formation qui est vraiment plutôt orientée Growth Hacking Marketing, B2B toujours, parce que c'est ma spécialité. Et là, bien sûr, vous avez, il doit y avoir 30 heures ou 40 heures de formation vidéo minimum. Super, merci Frédéric. Alors, donc concernant la première formation Marketing Academy, donc d'une valeur de 300 € pour une année entière, je crois, c'est ça, c'est une année de formation. Donc, alors, les euros gagnants sont Karine Yogi, Philippe Gignier-Gilet et Nastasia NF. Et bien entendu, nous vous enverrons par email tous les détails pour pouvoir profiter de cette première formation. En tout cas, grand bravo aux 3 premiers gagnants. Et ensuite, concernant la deuxième formation qui s'appelle « Trouver les clients avec LinkedIn », donc ce sera Karine Durand, François Graffan et Florence Céline. Donc également un grand bravo pour ces 3 personnes, ces 3 gagnants. Et puis surtout, Frédéric, merci beaucoup pour ces beaux cadeaux. Donc, je ne l'ai pas dit, mais le deuxième lot était d'une valeur d'une centaine d'euros, je crois. Oui, 97. Ouais. C'est ça, 97 € pour profiter donc de cette seconde formation. On vous enverra toutes les informations par email dès que possible. Alors, ce que je propose, c'est qu'on reprenne les questions. Puisque nous sommes encore connectés, il y a encore pas mal de monde qui nous écoute. Et Stéphane, donc si tu es encore là,
Oui, tout Donc, à fait. voilà, très bien. Bah, bienvenue Stéphane. Stéphane est donc également coprésident du Club Jeune Pro, Stéphane Alcaraz. Donc, je te laisse poser des questions à Frédéric et puis Frédéric répond. Tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, merci d'être resté. J'anime aussi le club marketing de Kedge et j'en profite pour saluer les étudiants et les diplômés de Kedge. Alors, il y avait plusieurs questions, en fait, notamment de Laurent Flores et de Alexia Tarocco sur, tu sais, tu nous as parlé d'outils de messages vocaux automatiques, notamment par SMS. Voilà, quel est l'outil et comment ça fonctionne? Alors, il y en a plusieurs. Moi, en fait, pour les messages vocaux, j'aime bien utiliser VMS Online, VMS Online, qui est un outil qui est assez sympa, qui coûte à peu près de mémoire 13 centimes le SMS, si je me souviens bien. Enfin, le SMS vocal, entre guillemets. Donc, c'est pas un SMS, d'ailleurs, c'est un message vocal. Et donc, en fait, ça, c'est pas mal. Et autrement, vous avez un autre qui est... faut que je les retrouve. Bougez pas, parce qu'en fait, moi, j'en ai utilisé deux. Voilà, messages vocaux. Et le deuxième, qui est à peu près aussi dans le même ordre de prix. Voilà. Je vais retrouver le tarif. Voilà, donc le deuxième, je crois que c'est Expert. Je l'ai plus sous les yeux. Mais donc, je ne le retrouve plus, mais en tout cas, VMS Online, c'est l'outil que j'utilise et il fonctionne très bien. Voilà. Donc, faites un enregistrement d'un message, 40 secondes et c'est parti. Enfin, moins, si possible. Ok. Alors, on avait aussi là, je vois que vous commencez un petit peu à compléter le sondage. Ce serait intéressant pour nous donc de savoir si vous avez connu le webinaire par là des thèmes, par le blog de Fred, ou si vous êtes venu par Kedge. Alors, on avait une question sur LinkedIn. En fait, à un moment donné, tu nous as montré un schéma très intéressant sur LinkedIn et à droite, c'était indiqué donc la publication est envoyée aux éditeurs de LinkedIn qui vont ensuite déclarer si la publication est affichée à plus d'utilisateurs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe exactement voilà, quel est l'algorithme peut-être qu'il y a derrière tout ça? Alors moi, je ne suis pas dans les secrets de LinkedIn, mais en tout cas, pour moi, c'est un algorithme automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais gens qui vont regarder, mais tout simplement, ils vont regarder l'interaction. Toi, c'est pour ça que c'est important d'avoir des likes et des commentaires dans les premiers temps et de booster un peu sa publication et surtout de répondre. Moi, je réponds systématiquement à tous les commentaires, je fais au minimum un petit like, et c'est plus vous avez d'interaction. C'est pour ça qu'il y a certaines publications où il y a de la polémique, où c'est des publications où il y a juste une image qui cartonne bien ou juste une vidéo, parce que les gens en parlent beaucoup. Et vous avez des gens qui sont vraiment spécialistes là-dessus, soit sur la polémique, soit sur les petites vidéos ou les images, parce qu'en fait, les gens vont liker, vont commenter, et forcément, l'algorithme va le faire augmenter. Mais ce ne sont pas des gens, il n'y a pas une brigade. La seule brigade qui est, c'est tout simplement dans LinkedIn Actualité. C'est-à-dire que tous les jours, si vous regardez sur votre LinkedIn, là, vous avez une petite actu, l'actu du jour. Actuellement, bien sûr, c'est très coronavirus. Et vous avez donc une sélection de posts. Et là, par contre, c'est de la sélection manuelle et ça peut être intéressant pour vous de créer un article, LinkedIn. C'est pas un statut, mais vraiment un article LinkedIn sur un sujet. Et si vous arrivez à avoir un sujet qui est tendance, vous pouvez être sélectionné, mais c'est souvent des sujets de dev perso ou coronavirus, donc assez peu intéressant. Le seul intérêt de cette sélection manuelle, c'est si vous interagissez dans les commentaires de ces actualités-là, vous pouvez être sélectionné comme un commentaire de qualité et à ce moment-là, vous êtes mis en avant et valorisé. Voilà. Mais donc, pour revenir à ta question, il n'y a pas de sélection manuelle de LinkedIn, c'est vraiment l'algo. Et c'est ça aussi qui est l'avantage et l'inconvénient des pods. Les pods permettent de donner ce petit coup de boost avec des likes, des commentaires. Mais comme ça ne fait pas partie de la cible des gens qui sont à qui on a l'article ou le contenu est présenté, et ben ça a un moindre effet. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'algo, c'est de l'automatique et de l'informatique. Alors, on a une autre question, vraiment aussi très concrète, de Priscille Portigliatti, qui en fait a fondé une marque de prêt-à-porter, Hysterico. Donc en fait, elle a là une boutique physique, elle a un site internet
mais elle ne fait pas vraiment de e-commerce. Donc, aujourd'hui, elle ne vend pas de produits directement sur son site. En revanche, elle est présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et donc, elle veut savoir quels seraient les conseils spécifiques pour elle dans ces temps de confinement, sachant que sa boutique physique est fermée. Alors, c'est pas simple. Alors, il y a plusieurs possibilités, en fait. Comme je disais, il y a l'aspect travail solidaire et comme beaucoup de stylistes et de créatrices, mettre en avant le fait qu'elle produit, par exemple, des vasques, des blouses, etc. Et elle peut en offrir donc à ses clientes ou ses prospects ou aux hôpitaux et communiquer dessus. Donc, c'est un acte vraiment de solidarité. Et ça peut être intéressant pour avoir un premier levier. Deuxième levier, et là j'ai ma femme qui est très fan, c'est en fait essayer de rassembler une communauté et qui soit en fait fan de vos produits. Ma femme, par exemple, je ne me rappelle plus quel styliste, mais c'est une fille qui fait vraiment du sur-mesure. Et en fait, elle a une méthode de vente qui est assez géniale, c'est-à-dire que c'est la première femme ou homme, on ne sait jamais, qui répond «je veux» dans les commentaires dès qu'elle crée une robe, qui l'a remporté. Ma femme a été parfois dans les premières à dire «ouais, je veux», puis une fois elle reçoit, elle dit «ouais, c'est génial», elle me dit. Puis finalement, c'était le fait de l'avoir, c'est le fait d'avoir un jeu. Donc en fait, même quand elle l'a eu, après, elle n'a pas mis très souvent, mais d'avoir été la personne à remporter la robe et éventuellement de se prendre en photo avec, ça, c'était un petit jeu intéressant. Donc autrement, forcément, pour la boutique physique, ça va être compliqué. Ce que je vous engagerais à faire, c'est peut-être faire un événement, un défilé de mode, pourquoi pas sur Facebook Live, si vous avez une page Facebook avec des fans, ou pourquoi pas un défilé de mode autrement, par exemple par YouTube Live aussi ou d'autres outils. Ça peut être intéressant de montrer un petit peu aussi de l'aspect, la création de la boutique, expliquer que vous avez besoin d'aide aussi. Aidez-moi à survivre, aidez-moi à survivre à la crise, etc. etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Communiquer via Instagram, qui est une marque quand même qui est très orientée sur les visuels. Pinterest également. Pinterest qui est un réseau où il y a beaucoup de produits féminins, beaucoup de produits en fait d'e-commerce, etc. Et il faut par contre avoir un bon stock de photos. Montrer l'arrière-plan de la boutique, enfin l'arrière-plan, les coulisses de la boutique et également, ça c'est vraiment intéressant. Communiquer, pourquoi pas faire du Facebook Ads, mais je ne sais pas si vous auriez forcément le budget et profiter de ça pour essayer des budgets moindres pour essayer d'avoir plus de visibilité. Voilà. Donc pas facile, j'espère que je vous ai donné quelques pistes. Alors, on a une question aussi de Swad par rapport aux outils. Est-ce que tu penses que c'est judicieux d'utiliser une plateforme comme HotSuite pour programmer les publications afin de capter les heures préférables de publication? Alors en fait, c'est vrai que CodeSuite, c'est un super produit. C'est un produit vraiment fait pour le community management. Il y a même une version entre guillemets freemium qui permet déjà de faire un certain nombre de choses. L'intérêt, comme Buffer, HotSuite, etc., c'est qu'ils vous permettent de dire quel est le meilleur moment pour publier. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je le disais, si vous voulez afficher votre contenu à des personnes qui réagissent vraiment bien, il faut savoir à quelle heure c'est, et ces outils permettent de le faire. Après, souvent, ces plateformes-là ont un défaut, c'est que ce n'est pas de la publication entre guillemets native. C'est-à-dire que vous allez publier un lien qui ne va pas forcément être hébergé sur la plateforme. Et ça, généralement, les plateformes n'aiment pas trop ça. Donc moi, j'utilise Buffer, qui est je ne sais pas un concurrent d'AutoSuite, mais qui est relativement proche et qui me permet donc de programmer comme ça, d'animer automatiquement mon compte. J'utilise également Kuku, kuku.io, pour des programmations plus longues parce qu'il est un petit peu moins cher pour programmer des dizaines, voire des centaines de programmations. Et en complément, je vous invite fortement à plutôt publier en natif directement sur les réseaux, c'est-à-dire publier directement sur Facebook, sur Insta, etc., des contenus qui vont être quand même plus favorisés, parce que c'est pas la même chose de programmer et de mettre un lien vers un article que d'aller taper vous-même le truc, mettre une image, c'est pas exactement la même chose. Enfin, sauf si vous avez que du texte, bien entendu. D'accord. Alors, on a une question assez originale d'Al-Jazdouli, qui est au Maroc et qui cherche une stratégie de communication et de marketing au Sahel pour un domaine d'irrigation. Waouh! Là, c'est pas facile parce que mon domaine, c'est quand même plus le B2B. Un domaine d'irrigation, là, waouh. C'est un peu la question piège.
Bah là, je pense que tu vois, c'est plus, c'est pas vraiment, c'est peut-être plutôt du réseau. Moi, je dirais que c'est plutôt du réseau networking. Essayer de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Alors LinkedIn, c'est pas forcément le meilleur réseau. Je sais pas comment ça se passe au Maroc, mais c'est vrai que discuter avec les gens, communiquer sur son produit, pourquoi pas aussi faire des relations presse, des relations influenceurs. Comme c'est comme une bonne action, c'est du caritatif. Et là, ça peut être intéressant. Je dirais que le réseau plus qu'une pub Facebook qui ne servira à rien. Mais par contre, oui, animer, communiquer, mettre en avant, essayer de travailler sur les fans et les bénévoles. Alors, on avait une question de Philippe Ginet-Gilet. À un moment donné, tu as parlé de Gary. Ah oui, alors Gary qui Gary Vaynerchuk. Alors, pour que ça soit le bon nom, voilà, je vais le taper et je vous l'envoie directement dans les messages. Alors, je vous le mets dans le chat. Donc, c'est Gary Vaynerchuk, donc, qui s'écrit V-A-Y-N-E-R-C-H-U-K. Gary V pour les intimes. Et en fait, il a fait une petite méthode pour publier du contenu assez simplement. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. J'essaie de vous retrouver aussi ça. How to make, voilà. Si vous tapez How to make 64 pieces of content in a day, c'est comment faire 64 morceaux de contenu en une journée. Voilà, je vous le mets également dans le chat. C'est un PowerPoint assez sympa qui vous explique comment faire du contenu, du snack content sans vous prendre la tête. Ok, bah écoute, on a fait le tour des questions. On voit qu'il y a des nouvelles questions. Je ne sais pas si vous en avez. Je crois que... Hop, je vais voir si j'en trouve dans le chat. Alors, ouais, c'était Swan qui avait déjà parlé de la question. Alors, c'était les groupes LinkedIn, on avait parlé tout à l'heure. Je crois qu'autrement, j'avais fait un petit peu le tour. Autrement, merci pour votre patience à tous. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, je suis encore là quelques minutes pour vous. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Je vois que Tani me demande de connecter. Autrement, à ce moment-là, je vous souhaite tous un très bon après-midi sous le soleil, puisque là, je vois qu'on a quand même un beau temps. Et donc, ça va être, même si on ne peut pas sortir, c'est quand même plus agréable de travailler avec un petit peu de soleil à la fenêtre. Très bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. On s'excuse pour ces petits problèmes techniques. Et donc, nous vous enverrons, vous allez recevoir le replay. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour les prochains événements de l'ADTEM. Et puis Fred est disponible sur les nombreux réseaux sociaux où il est actif. Bye bye. Merci beaucoup, Fred. Au revoir.